Bonsoir, donc je vous propose de démarrer le conseil municipal du 20 mars. Donc nous avons un certain nombre de pouvoirs, de Pascal Sereuil à Simonetta Resta, de Karim Boudjemaï à Anne-Marie Sétian, de Valérie Eric à Alain Masson. Ah non, Eddy Sétian, excusez-moi. À Eddy Sétian. Et j'ai formé des couples là, attention. Oui, c'est acté. Et de Barbara Delon à Patrick Schillinger. En secrétaire de séance, donc je vous propose Bernard Noël, s'il en est d'accord. Il en est d'accord, c'est parfait, merci beaucoup. Alors, on va commencer par l'approbation du compte-rendu du 6 mars 2023, sur lequel on m'a demandé si je pouvais faire juste une petite modification. Donc, à l'issue de la présentation du débat d'orientation budgétaire, donc, on acte que ce débat d'orientation budgétaire et que la présentation du rapport d'orientation budgétaire a bien eu lieu, et je vous propose d'indiquer donc que le conseil municipal en prend acte à l'unanimité, donc prend acte à l'unanimité de la tenue du débat, et non pas adopte à l'unanimité les orientations et donc le contenu. Ce qui est acté à l'unanimité, c'est le fait que le débat ait eu lieu et que le rapport ait été présenté. Avec cette petite modification, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, donc adopté à l'unanimité. Je vais donc céder la parole à Gisèle pour la reprise anticipée du résultat. Oui, donc à ce jour, nous n'avons pas encore reçu le compte de gestion de la trésorerie de Shell. Donc nous vous proposons pour le budget 2023 de faire une reprise anticipée sur la base du compte administratif. Et donc nous vous proposons dans les montants ci-dessous, nous vous proposons 2 458 294,95 € pour le fonctionnement et 2 554 874,90 € pour l'investissement. Donc ce sont les chiffres qui ont été présentés lors des différentes réunions de travail. Est-ce qu'il y a des remarques? Quelqu'un qui s'oppose? Adopté à l'unanimité. Je laisse Gisèle poursuivre sur le point fiscalité. Alors aujourd'hui dans le DOB, nous vous avons présenté ce qui nous a été indiqué dans le projet de loi de finances avec une hausse des bases de 7%. Côté municipalité, nous n'avons pas prévu de hausse d'impôts. Donc nous vous proposons d'adopter les taux suivants. Nous vous proposons d'adopter pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 55,09%, pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties 57,43% et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires 16,19%. Donc ce qui correspond au taux qui était pratiqué en 2022. Est-ce qu'il y a des remarques? Adopté à l'unanimité. Donc nous allons maintenant arriver au point conséquent, donc le vote du budget. Toujours Gisèle. Juste un petit point technique, ça s'affiche, c'est bon. Alors, concernant... Jean-Michel, ça ne va pas bouger. Donc, concernant le budget 2023, je vous propose de passer sur la partie reprise anticipée du résultat dans la mesure où nous l'avons déjà voté. Je vous propose de vous présenter directement le projet de budget primitif 2023, tout d'abord en fonctionnement et ensuite en investissement. Donc, concernant les dépenses de fonctionnement, nous vous proposons un budget 2023 à hauteur de 13 561 000 €. Pour information, le budget final 2022 était de 12 681 000 € et le CA 2022 provisoire est de 10 810 000 € avec un taux de réalisation de 85%. Concernant la ventilation de nos dépenses de fonctionnement, il est difficile de faire une comparaison par rapport à l'année précédente dans la mesure où la répartition des charges n'est pas la même. À savoir, par exemple, pour les écoles, l'année dernière, nous introduisions tout ce qui est dépenses de restauration, mais il n'y avait pas les travaux des écoles. Maintenant, tout ce qui a à faire aux écoles, centres et restauration est dans la catégorie écoles, centres et restauration.
On voit qu'il reste une grosse part qui est non ventilable et qui est liée à l'administration de la collectivité pour 39%. Après, le plus gros de nos dépenses concerne les écoles, les centres et les restaurations pour plus de 26%. Nous avons en communication, fêtes, cérémonies, culture, sport, jeunesse, action économique, donc c'est tout ce qui représente un petit peu la vie de notre commune, pour 9,72%, la petite enfance pour 8,81%, les services communs techniques pour 7... la petite enfance pour 1 195 000 euros, les services communs techniques pour 976 000 euros, soit 7,20%, l'éclairage public, la voirie, les espaces verts, l'aménagement urbain pour 718 000 euros, soit 5,29%, et la police municipale pour plus de 500 000 euros avec 3,73%. Donc concernant les dépenses de fonctionnement, si on regarde le chapitre 11, les charges à caractère général, je ne vais pas tout développer parce que ça a été vu en commission, je vais vous donner les éléments principaux. Donc on est à plus 799 000 euros si on compare avec le CA 2022 hors enveloppe de réserve, et moins 33 000 euros par rapport à ce qu'on avait présenté en débat d'orientation budgétaire grâce aux efforts en continuité que continuent à faire nos services. Donc c'est principalement des hausses liées à tout ce qui est électricité, chauffage, gaz, combustible, carburant, donc tout ce qui est énergie. On a également des hausses de prix qui sont un peu sur tous nos marchés, donc l'entretien des terrains, les élagages, la maintenance des bâtiments et le nettoyage de nos locaux. Toujours sur les dépenses de fonctionnement sur le chapitre 11. Donc sur l'administration générale, on a plus 48 000 euros, toujours par rapport au CA 2022. C'est en fait, en 2022, on a continué à être impacté par le Covid, donc il y a un certain nombre d'événements qui ont été annulés, donc on les reprévoit cette année. Donc c'était des charges qui étaient prévues dans le BP 2022, mais qui n'ont pas été réalisées, donc qui ne sont pas dans le CA 2022. Sur les marchés publics, on est à plus 5 000 euros. Donc on a moins 10 000 euros liés à un transfert de fournitures administratives et qui a été transmis à l'administration générale, qui font partie des 48 000 euros que vous voyez au-dessus. On a plus 6 000 euros sur les publications de marché, et après c'est de l'allocation Fontaine là-haut, de l'aide juridique, des fournitures. Ensuite, on a plus 20 000 euros sur la culture, donc comme sur l'administration générale, c'est principalement des événements qui n'ont pas eu lieu, qui ont été annulés en 2022, qui sont prévus sur 2023. Toujours sur le chapitre 11, on a plus 139 000 euros sur le périscolaire. Donc c'est essentiellement dû à une augmentation de prix que nous avons prévue sur la restauration, donc à la fois pour les centres de loisirs et à la fois pour les écoles. Et après, quelques événements qui, pareil, n'avaient pas eu lieu en 2022, qui sont prévus en 2023, comme le séjour ski. Sur la petite enfance, on a plus 17 000 euros avec le plus gros poste sur l'assistance à la maîtrise d'œuvre, gestion de l'accueil de la petite enfance. En ressources humaines, alors attention, quand on dit ressources humaines, c'est les charges à caractère général liées aux ressources humaines, ce n'est pas les salaires. On a plus 54 000 euros, dont 22 000 euros pour de la formation, et essentiellement le reste pour des choses qui n'ont pas eu lieu l'année dernière, et également 14 000 euros pour le fonds à l'insertion des personnes handicapées qui n'existait pas l'année dernière, qui était à zéro dans nos dépenses. Donc on a plus 18 000 euros sur le scolaire, essentiellement liées à des interventions, à des animations qui vont avoir lieu en 2023, qui n'ont pas eu lieu en 2022, et également à de la maintenance de TNI, puisqu'on a des TNI qui étaient encore en garantie, qui vont basculer en contrat de maintenance. On a aussi plus 4 kg euros en maintenance des instruments de musique. Ensuite, on a plus 8 kg euros sur le budget ado, essentiellement dû à l'augmentation des tarifs sur les droits d'entrée pour les sorties et les augmentations des bus. On a plus 11 kg euros sur la police municipale, donc liés à des équipements qui leur sont nécessaires,
soit en termes d'uniformes pour les nouveaux agents et le renouvellement des uniformes, mais également un rajout de puits balistiques par exemple, lié aux nouvelles armes semi-automatiques et divers équipements. On a plus 5 kg sur l'urbanisme. Donc les permanences par exemple des architectes n'avaient pas eu lieu en 2022, on les prévoit sur 2023. On a plus de kg sur la communication en sachant qu'on a plus 130 logements, donc plus de MAC par exemple. On a plus 22 kg en développement économique. Donc on va reprendre les animations par exemple du marché qui existait les années précédentes. Plus des événements spécifiques liés aux 10 ans du marché et le marché de printemps qui, lui, n'était pas budgété sur 2022. Concernant le chapitre 12, les charges de personnel, on a plus 189 kg à notre budget qui sont liés au recrutement d'un adjoint au responsable de la police municipale et d'un adjoint aux finances, à la responsable des finances. On a également un budget prévu pour les augmentations avec les avancements de grade et échelon, les augmentations de non-titulaires, les augmentations de titulaires. Donc comme je l'ai expliqué en commission préalablement, les montants peuvent paraître faibles, mais c'est parce qu'on a regardé ce qu'on avait aussi de disponible déjà dans le budget de l'année dernière qui n'avait pas été consommé. On n'a pas rajouté en plus du BP 2022, mais uniquement la couche supplémentaire dont on avait besoin. On a des cotisations CNFPT qui sont obligatoires pour 3 000 €. On a le montant du CIA qu'on introduit cette année pour 60 000 € qui n'existait pas auparavant. Et on n'a pas pris en compte l'évolution du point d'indice. Donc concernant les autres charges liées à nos dépenses de fonctionnement, donc autres que le chapitre 11 et le chapitre 12, on a 44 000 € liés aux augmentations du SDIS, plus 11 000 € pour le SDIS, plus 2 000 € pour les missions locales et différentes licences nécessaires et 7 kg supplémentaires également pour le CCAS avec des besoins de plus en plus importants. On a considéré le FPIC pour 150 000 €. L'année dernière, on ne l'a pas payé, c'est VEA qui l'avait pris en charge, l'année précédente aussi. A priori, ce sera aussi le cas cette année, mais on est resté prudent en l'inscrivant au budget. Concernant nos recettes de fonctionnement, nous avons un CA réalisé provisoire 2022 de 13 269 000 €. Là où le budget final était estimé à 12 681 000 €, donc on a fait plus de recettes que prévu avec 105%, et on prévoit au BP 2023 13 561 000 €. Concernant la ventilation de nos recettes, donc on voit que le plus gros de nos recettes sont nos taxes foncières et habitations pour 5 675 000 €, soit plus de 51% de notre budget. Ensuite, c'est la dotation VEA pour 2 269 000 € pour plus de 20% du budget. Nous avons également les ventes de prestations de services pour 10%, soit 1 123 000 €. Nous avons d'autres taxes comme la DMTO, la taxe sur l'électricité, pour 798 000 €, soit 7,19%. Nous avons la participation de la CAF pour 359 000 €, soit 3,23%. D'autres participations pour 472 000 €. Nous avons d'autres produits exceptionnels comme les remboursements d'assurance personnelle pour 276 000 €. Et nous avons la DGF et la DSR pour 130 000 €, 1,17%, une part qui devient de plus en plus modeste sur notre budget et qui tend vers le zéro. Donc, si on regarde l'analyse de notre BP 2023 par rapport à notre CA prévisionnel 2022, on a plus 56 000 € de produits des services. Donc, on a moins d'enfants, mais on prévoit, au regard des hausses que nous avons aujourd'hui, a priori,
sur le prix de la restauration. On envisage d'augmenter les tarifs de la restauration. Nous avons en impôts et taxes plus de 140 000 euros sur la base de l'évolution des bases qui nous ont été communiquées, donc les bases de l'ATF. Et on a bien sûr la taxe d'habitation qui est gelée. On a plus 5% sur la DMTO par rapport au BP 2022. Par contre, on est resté prudent par rapport au CA 2022. On a mis un petit peu moins que le CA 2022 au regard de l'évolution du marché de l'immobilier. On a, en reprise de provision, on a 8 000 euros sur les impayés pour financer les admissions en valeur de 2023. Concernant la fiscalité, donc on a un total attendu pour le BP 2023 de 5 675 303,25 euros, soit plus 7% des bases que nous avons considérées. Les bases notifiées en 2022 étaient de 10 351 735 euros. Je passe au budget en investissement. Budget 2023 en investissement. Donc, concernant notre projet de BP 2023 en investissement, nous avons un total de dépenses réelles d'investissement de 4 225 000 euros. Avec les opérations d'ordre, ça nous fait un budget à 4 350 000 euros. Nous avons une prévision de CA 2022 de 1 668 000 euros. Nous avons des projets exceptionnels prévus sur 2023 qu'on va détailler juste après. Donc, la ventilation de nos dépenses en investissement. On voit que le projet de la ferme Dupré pour 2 092 000 euros représente 56% de nos dépenses. Ensuite, nous avons également envisagé l'achat d'une maison dans le centre-ville pour 400 000 euros. Nous avons ensuite le remboursement des emprunts pour 381 000 euros, soit plus de 10% du budget. Nous avons tout ce qui est urbanisme, équipement, accessibilité, PMR pour 193 000 euros. Nous avons les espaces verts pour 29 000 euros, le développement durable pour 229 000 euros. Donc on a revu en fait la ventilation de façon à pouvoir mettre tout ce qui est investissement lié au développement durable dans cette catégorie-là et pas uniquement partiellement. Les imprévus pour 77 000 euros, les bâtiments pour 100 000 euros, l'éclairage public pour 11 000 euros, l'informatique pour 51 000 euros, la sécurité pour 135 000 euros et la voirie pour 34 000 euros. Concernant les dépenses d'investissement, donc nous avons en dépenses d'investissement validées en plénière 862 000 euros. Néanmoins, il y a un certain nombre d'investissements qui ont été validés sous réserve de subventions. Si nous n'obtenons pas les subventions, les projets n'auront pas lieu. Donc ça viendra diminuer en totalité du montant de l'investissement l'enveloppe. Et sinon, si la subvention est attendue, nous savons que nous ne dépasserons pas à l'enveloppe de 700 000 euros. Nous nous sommes fixés une enveloppe totale de 700 000 euros. Par contre, nous avons une contrainte aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas mettre au budget des subventions qui n'ont pas été notifiées. Donc nous avons inscrit un emprunt pour pouvoir équilibrer notre budget en attendant de recevoir les subventions. Ce qu'il faut retenir sur nos dépenses d'investissement, le total des restes à réaliser 2022 représente 484 000 euros. Donc une grosse part du budget 2022 qui n'a pas pu être mis à terme, mais qui reste encore en cours à réaliser. Des projets d'investissement spéciaux, comme la réhabilitation de la ferme Dupré du centre-bourg pour 2 264 000 euros, avec la dernière estimation en prenant en compte la partie études, la maison du centre-ville pour 400 000 euros et le pôle santé. Une vidéoprotection pour 135 000 euros, l'enveloppe annuelle d'investissement validée en plénière de 700 000 euros, un remboursement d'emprunt avec une annuité de 381 000 euros, soit plus que l'excédent dégagé en fonctionnement 2022 et pas d'enveloppe de réserve.
concernant nos recettes d'investissement. En prévision du CA 2022, on prévoit un résultat d'investissement de 2 555 000 euros avec un total de recettes d'investissement de 4 223 000 euros. Dans le projet de BP 2023, on prévoit en recettes 4 350 000 euros, en prenant en compte bien évidemment le résultat du CA 2022. Concernant la ventilation de nos recettes d'investissement, donc on voit aujourd'hui que nous avons principalement en recette la dotation aux amortissements pour 927 000 euros. Ensuite, on a notre emprunt et dette assimilée pour 633 000 euros, en sachant qu'il y a 400 000 euros pour la maison du centre, le reste est là pour l'équilibre budgétaire. En opération patrimoniale, on a 110 000 euros. En dépôt et cautionnement reçu, on a 2 000 euros. En dotation fonds divers comme le FCTVA, on a 75 000 euros. Et des opérations pour compte de tiers, 5 000 euros. Donc, concernant l'analyse du BP 2023 par rapport au budget final 2022. Donc, concernant les diminutions, donc nous avons en subvention d'investissement moins 41 000 euros. Le reste, ce qui correspond au reste à réaliser 2022 de la DESIL pour 35 000 euros et un abri de vélo à 6 000 euros. Donc, c'est des subventions qui nous ont été notifiées que nous n'avons pas encore reçues. Dotation fonds de réserve et divers, moins 147 000 euros de FCTVA. Produit des cessions d'immobilisation, moins 28 000 euros. Lié à des cessions exceptionnelles en 2022 et en opération patrimoniale, moins 1 911 000 euros. C'est des opérations comptables que nous retrouvons en dépenses et en recettes. En augmentation, on a un emprunt de 633 000 euros qui est lié à l'équilibre du budget. On a un excédent reporté de plus 165 000 euros pour le détail, moins les restes à réaliser dépenses 2022 de 484 000 euros, plus restes à réaliser recettes 2022. Il nous manquait 282 000 euros pour équilibrer le budget, plus la maison du centre-ville, plus un besoin de 59 000 euros d'investissement 2023 qui en attendant des attributions de subventions. On a moins 108 000 euros de vidéoprotection. On a un résultat reporté de plus 165 000 euros avec un reste à réaliser de 484 000 euros en dépenses et 37 000 euros en recettes. Des comptes de tiers pour plus 5 000 euros. Donc c'est quelque chose de nouveau qui a été mis en place quand on a des habitations qui génèrent des dégradations, qui nécessitent par exemple des nettoyages de chaussées, on leur refacture ces services. Et ce qui correspond à ce budget de 5 000 euros. En amortissement, on a plus 7 000 euros avec la prise en compte de la M57 avec la mise en place du prorata temporis. À retenir concernant les recettes d'investissement. Donc, la majorité de nos recettes sont liées à notre résultat reporté de 2 555 000 euros et à notre amortissement de 927 000 euros. On a une forte diminution du FCTVA qui est liée aux faibles investissements qu'on a fait en 2022 puisqu'on a le FCTVA avec une année de décalage. On a les opérations comptables qui se retrouvent en dépenses et en recettes qui incluent 110 000 euros d'intégration de frais d'études, qui inclut 100 000 euros pour intégration de frais d'études et 10 000 euros de rétrocession, 927 000 euros d'amortissement. Pas de transfert de la section de fonctionnement, pas de nouvel emprunt. On a les mises en place des opérations pour compte tiers et attention, dans le cas où la ferme du prêt ne serait pas louée, on ne bénéficierait pas de 133 000 euros dans les années futures en amortissement, mais il y a déjà des projets dans ce sens qui sont plutôt positifs. Concernant l'état de la dette, donc l'encours de la dette, il est à 3 581 000 euros, soit 388 euros par habitant, avec un taux d'endettement de 32%, une annuité de 422 000 euros, dont en capital 380 000 euros. 4 dossiers d'emprunt en cours avec le dernier acquittement total en 2034, le premier qui arrive à terme en 2025 et le deuxième en 2027. Donc on voit le détail de nos 4 emprunts sur le slide 6 juin. Concernant les ratios, donc sur notre projet de BP 2023.
Donc nous avons vérifié, suite aux remarques qui ont été faites, les moyennes nationales de la strate que nous avons sont celles de 2020, nous n'avons pas celles de 2021, et encore moins celles de 2022. Donc en projet de BP 2023, on est à 1 369 € par habitant sur les dépenses réelles de fonctionnement à comparer à 918 € sur la strate 2020. Je vous propose de ne pas vous lire sur la strate 2020, on les a déjà vus en commission. Produit des impositions directes, on est à 615 € par habitant. En recettes réelles de fonctionnement, on est à 1201 € par habitant. En dépenses d'équipement brut, on est à 363 € par habitant. En encours de dette, on est à 388 € par habitant. Sur la DGF, on a 14 € par habitant. Alors, je veux quand même souligner par rapport à 154 € sur la moyenne de la strate, on voit qu'on est quand même à 10% de la moyenne de la strate. Donc c'est quand même un pourcentage qui est assez remarquable. Charge de personnel, 48%. Marge d'autofinancement, on est à 117%, un taux d'équipement à 30% et un taux d'endettement de 32%. Donc en conclusion, en fonctionnement, nous avons une reprise anticipée du résultat 2022 de 2 458 000 €. On a un BP 2023 de 13 561 000 € équilibré en dépenses et en recettes. Pas d'augmentation de la fiscalité. Un résultat provisionnel 2023 excédentaire minimum de 1 578 000 € en fonctionnement. Concernant l'investissement, on a une reprise anticipée du résultat 2022 de 2 555 000 €. Un BP 2023 de 4 350 000 € équilibré en dépenses et en recettes. Pas de transfert de la section de fonctionnement. Un résultat prévisionnel hors subvention de 0 kg. Une opération ferme du pré Centrebourg pour 2 264 000 € sur 2022. L'achat sur 2023, pardon. À l'achat de la maison centre-ville, 400 000 €. À vidéoprotection, 145 000 €. Une enveloppe d'investissement annuel de 700 000 €. Un grand merci Gisèle pour cette présentation et partagée avec les services pour la préparation du budget 2023. Donc je voudrais juste rappeler que sur la partie fonctionnement sur 2023, on a quand même prévu près d'1 million en dépenses de fluide dans tout ce qui est chauffage et gaz. Électricité et gaz, pardon, donc notamment pour le chauffage et puis l'éclairage. Donc il faut quand même avoir cette valeur présente à l'esprit, c'est quasiment 1 million, donc pas loin de 10% du budget qui peut potentiellement partir en dépenses de chauffage et d'éclairage. Comme l'a dit Gisèle, on s'attend également à une forte augmentation du coût du repas pour les enfants, puisque le marché de la restauration scolaire, qui est sur une durée de 3 ou 4 ans, 3 ans, voilà, va être renouvelé, 3 ans renouvelé 1 an, voilà, c'est ça. Donc il va être renouvelé dans les semaines qui viennent, risque de voir une forte augmentation donc, du coût du repas. Sur la partie investissement, donc effectivement, la partie importante correspond à l'aménagement du centre-bourg avec la réhabilitation de la ferme du Pré, dont on parle depuis un certain temps. Il faut savoir que les 2 millions de dépenses, en fait, sont financées par l'emprunt qui a été souscrit en 2019 à hauteur de 2,5 millions et donc qui était en réserve en attendant d'être attribué et que le projet soit mûri. Et je fais une dernière petite remarque également en ce qui concerne les ratios sur l'avant-dernière page. Comme vous l'avez vu, on compare des ratios de BP 2023 versus des CA, sachant que de toute façon, les BP en général sont réalisés à 85-86%. Donc on ne compare pas des choses complètement comparables. Voilà quelques petits points de vigilance et d'alerte que je voulais lancer. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Madame Mion. Il y a 1 an, il y avait un projet d'école de musique. Il devait y avoir une étude, il y avait un budget qui avait été réservé pour cette étude. Je voudrais savoir si ça a été fait ou pas. Je ne vois plus du tout de projet pour cette école, pour les locaux de l'école de musique. Alors actuellement, les locaux de l'école de musique sont dans les locaux de l'ancienne mairie qui ont l'air de convenir. Donc pour l'instant, il n'y a pas de projet de réalisation d'école de musique en tant que nouveau bâtiment. Par contre, il y a une réflexion qui est en cours pour une réattribution dans un bâtiment qui ne serait pas complètement occupé à destination potentiellement de l'école de musique. Il y a une réflexion qui est en cours avec Laurent et les services techniques sur le sujet. Donc le projet n'est pas abandonné.
Parce que les préfabriqués, c'est pas idéal quand même, hein, au niveau température. Enfin, en été et tout, je le sais, ma fille y est, donc c'est pas des locaux qui sont faits pour faire de la musique. Il n'y a pas la sonorisation correcte, il n'y a pas tout ça, quoi. Ce sont les locaux de l'ancienne mairie, hein, Oui, donc oui, qui je ont sais. servi comme des bureaux, qui ne sont pas non plus complètement effectivement isolés, mais bon, sur lesquels il y a quelques travaux notamment qui ont été réalisés récemment en termes de sécurité au niveau des volets, et puis il y a eu pas mal de réglages aussi qui a été fait au niveau des radiateurs, et on peut y travailler éventuellement un petit peu plus, mais l'objectif ce serait quand même de regrouper, on va dire, les différents cours dans un local en dur. Oui, vous aviez raison, on en avait parlé l'année dernière. Bon, depuis, il y a eu pas mal de changements dans l'école de musique. On s'est battu vraiment pour que l'école de musique puisse vivre. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se battre sur tous les fronts en même temps. Donc là, l'école de musique a été reprise, elle vit. Alors, certes, c'est peut-être pas l'idéal dans les préfabriqués, mais honnêtement, on a vraiment sauvé l'école de musique et on l'a sauvée à bout de bras. Et on fera tout ce qu'il faut pour la porter le plus loin possible dans de bonnes conditions. Il faut juste nous laisser un tout petit peu de temps, mais on sera là. C'est promis. Mais juste être sûr que ça ne soit pas oublié. Vous pouvez me faire confiance. Ok, très bien. On en reparlera l'année prochaine. Avant, j'espère. Est-ce qu'il y a d'autres remarques Régis? Oui. Dans les investissements, il y a une part non négligeable pour l'acquisition de la maison du centre-ville à 400 000 euros. On n'en avait d'ailleurs pas parlé dans le DOB de ça. Est-ce qu'il y a une prévision d'utilisation de cette maison? Alors, la possibilité d'acquisition d'une maison qui serait potentiellement en vente dans les mois qui viennent a bien été vue lors du ROB. Hein. Ça a été vu en commission finance et ça a été mentionné dans le ROB. En fait, c'est une maison qui est à proximité justement des locaux en préfabriqué où ont notamment lieu les cours de l'école de musique intercommunale. Et il y aurait une certaine logique, une certaine cohérence en fait à avoir une emprise un peu plus importante justement pour réaliser certains projets. Donc ce n'est pas acté, de toute façon je serai amenée à vous en reparler le jour où elle sera en vente, parce qu'aujourd'hui elle appartient à des particuliers, mais on pense au regard d'une succession que probablement elle sera sur le marché, et c'est pour ça qu'on a préféré prévoir cette enveloppe. Donc pour l'instant ça reste un hypothétique projet. Et pour répondre à ta question derrière, ensuite il faudra faire une visite du bien, puisque aujourd'hui il est occupé, ce qui affinera l'estimation, puisqu'on n'a mis qu'une enveloppe approximative vue de l'extérieur, et en fonction de l'état du bien, on regardera à ce moment-là ce qu'on peut y faire, et j'ai bien noté qu'il y avait notamment des pistes aussi qui étaient évoquées par Madame Héon et autres, mais c'est vrai qu'en général tous les locaux municipaux que l'on a sont très très rapidement loués, donc je ne suis pas inquiète quant au fait qu'on pourra y mettre soit des acteurs du monde associatif, soit des professions libérales, soit des commerces, comme on le fait dans tous les autres locaux municipaux. En tout cas, on n'a aucun local aujourd'hui qui soit vide. Oui, justement, c'était ma question, parce que le but de l'investissement aujourd'hui, comme on l'a déjà dit, c'est d'essayer ou d'économiser ou de créer des ressources nouvelles. Donc, d'où ma question, quel serait un éventuel projet sur cette maison? Deux choses, il y a effectivement le loyer qui couvrira une partie des dépenses, assurément les intérêts de l'emprunt ou de la dépense, on va dire, si on la représentait sous forme d'emprunt. Après, ce ne sera pas une rentabilité forte avec des loyers au niveau du prix municipal, mais l'idée derrière, c'est aussi de maîtriser son foncier et être capable de porter ultérieurement des projets. Donc aujourd'hui, un projet pour cet espace vert au niveau des anciennes mairies, avec cette maison également sur l'emprise. Aujourd'hui, on ne l'a pas, parce que de toute façon, cette maison, on n'en est pas propriétaire. Et puis un projet, ça se réfléchit, c'est quelque chose qui se mûrit, on le voit bien pour la ferme, qui prend un certain nombre d'années. Mais quand il y a une opportunité, il faut aussi la saisir et la préparer pour ceux qui arriveront après nous. Et c'est vraiment l'objectif de cette acquisition. Et d'un point de vue économique, on arrivera à l'équilibrer justement en le louant pendant quelques années, le temps que le projet mûrisse. Bernard, tu voulais compléter. Avec ton micro, s'il te plaît. Je pense toujours que j'ai une grande bouche, donc je peux parler fort. Tu as assurément une belle voix, mais pour que tout le monde t'entende, vaut mieux le micro.
Il y a un intérêt stratégique dans l'acquisition de cette maison puisqu'elle est collée à une assiette foncière qui est probablement une des plus importantes qui reste en centre-ville, qui appartient à ce jour à l'Aglo. Et donc, puisque cette propriété est collée à cette assiette foncière, il y a évidemment un intérêt stratégique à l'acquérir. Après, comme le disait tout à l'heure Véronique, sur l'estimation, je pense qu'on fait une estimation un peu importante. Je ne pense pas que ça atteindra ce prix-là. Mais voilà, et je crois qu'effectivement, il faut se tenir prêt à l'acquérir, puisqu'il y a une succession, et je crois que c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater. D'où l'intérêt de ma question. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Quelqu'un est-il contre la proposition de maquette budgétaire? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Écoutez, je vous remercie. Nous allons maintenant passer au vote des subventions aux associations. Suzanne. Bonsoir. La commission vie locale qui s'est réunie le 8 mars a validé le tableau des subventions qui a été vu dans la réunion plénière avec le montant de 106 190 € aux associations. Nous avons aussi les subventions en nature près de salles. Vous avez aussi reçu le tableau avec toutes les associations qui prennent une salle pour leur créneau. Est-ce qu'il y a des questions? Donc la demande 2023, comme Suzanne vient de nous l'indiquer, donc pour le budget 106 690 €. Donc on avait détaillé en réunion de travail chacune des lignes et chacune des associations en expliquant le montant. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres remarques. Et effectivement, donc on a rajouté les subventions en nature qu'on n'avait pas inclus dans le dossier précédent. Donc juste pour rappeler qu'au-delà de la subvention pécuniaire, il y a également un prêt de salle. Et avec le prêt de salle, tout ce qui est entretien, ménage, chauffage, qui est relativement conséquent, mais c'est aussi ce qui fait vivre notre ville. Donc sur ces deux parties, subventions financières, il faut peut-être les voter séparément. Oui, vaut mieux. Donc sur la partie subvention financière, est-ce qu'il y a des remarques? Quelqu'un est contre, s'abstient, adopté à l'unanimité. Et pour les subventions en nature, donc les différents prêts de salles, est-ce que quelqu'un est contre, s'abstient, adopté à l'unanimité? Eh bien, merci pour nos associations. Et donc, il y en a une nouvelle qui va nous rejoindre. Effectivement. Association Montcalm, l'association dirigée par une hongrémanienne, Madame Bertani Jobert. À travers cette association, Madame Bertani souhaite accompagner tous les enfants dans le développement de leur attention envers eux-mêmes, les amener à prendre conscience de leur corps, de leur souffle, à gérer leurs émotions. Elle souhaite faire découvrir aux enfants la pratique de la pleine conscience à travers des différentes expériences, méditation, yoga, Qigong, créativité, Douyin, danse intuitive et musique. Elle propose 3 tarifs, une séance une semaine, 12 enfants maximum, hongrémanien 230 € plus 20 € adhésion, Val d'Europe 250 plus 20 € adhésion, hors VEA 270 € plus 20 € d'adhésion. Cette nouvelle association a demandé l'octroi d'une salle à raison d'1 fois par semaine. Donc, sur le prêt de la salle, en fait, pour cette association, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Si, Monsieur Ménigos. Oui, à nouveau. Donc non, pas de problème à ce sujet-là. Simplement, je voulais revenir sur le prêt pour les autres associations. À une époque, on avait parlé de quantifier ce prêt de salle de manière à l'établir dans ce qui est, avoir un élément de comparaison par rapport à ce qui est alloué à d'autres associations qui, elles, n'ont pas besoin ou ne bénéficient pas de salle. Donc, de façon à
à comparer des choses comparables. Je vous laisse l'estimer en termes d'ordre de grandeur et peut-être un travail à avoir en commission avec Suzanne. Ok, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, pour le prêt de salle, le nom, c'était Montcalm, voilà. Oui. Le point suivant donc, concerne le rapport d'activité de Val d'Europe Agglomération pour les années 2019, 2020, 2021. Donc les documents vous sont parvenus. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce qui est présenté en termes de développement, en termes de projet? S'il n'y a pas de remarques, donc non, c'est juste le porter à connaissance en fait qui est validé. Je ne pense pas qu'on ait besoin de vote. Le forfait mobilité durable, Bernard, tu nous en dis un mot? Oui, rapidement. Donc, l'année dernière, la collectivité a délibéré sur le forfait mobilité durable. Un nouveau décret est arrivé avec quelques changements sur les conditions d'attribution de la prime et sur les montants. Donc, ces nouvelles dispositions sont soit son vélo propre ou à assistance électrique, soit un engin personnel de déplacement motorisé non thermique, soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage. 100 € entre 30 à 59 jours, 200 € entre 60 et 99 jours, 300 € pour 100 jours ou plus. Forfait cumulable avec le versement mensuel de remboursement des frais de transport public ou abonnement à un service public de location de vélo. Sur l'adaptation du forfait de mobilité durable pour les agents, Alain. Juste un problème de sémantique, c'est plutôt son propre vélo que son vélo propre. J'avais bien compris, parce qu'il peut être à assistance électrique et propre à la fois. On est bien d'accord. Oui, il est propre. Ok. D'autres remarques? On avait prévu des sondages. Non, en fait, ça va être un petit peu sur comme ce sont des personnes qui viennent travailler sur des locaux municipaux, c'est-à-dire quelqu'un qui demande le forfait mobilité durable, mais qu'on n'aura jamais vu une seule fois sur son vélo, ça pourra interpeller. Après, si la personne nous dit « je l'ai utilisé plus de 60 fois » et qu'en réalité elle a utilisé 58 fois, on ne va pas les contrôler non plus tous les matins. C'est aussi basé sur la confiance. Mais la confiance par rapport à ce que l'on voit dans la pratique, en fait. Oui. Parce qu'on n'a pas de pointeuse ou autre. Le but, c'est vraiment d'encourager la démarche, en fait. Ok, donc sur le forfait mobilité durable, je considère qu'il est adopté à l'unanimité. Bernard, est-ce que tu continues avec l'instauration du complément indemnitaire annuel? Si tu veux bien. Donc le complément indemnitaire annuel, le CIA, est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir apprécié au moment de l'évaluation annuelle. Le montant individuel de chaque prime ou indemnité sera défini par l'autorité territoriale dans les conditions énoncées ci-dessous. Les critères seront transcrits par le responsable de service en coordination avec l'encadrement intermédiaire et la décision finale reviendra à l'autorité territoriale. Chaque année, une enveloppe sera attribuée au budget dans la limite des montants réglementaires des différentes filières. Je vous signale que nous venons de voter donc pour 2023 60 000 € à ce titre-là. Chaque année, donc, il y aura une évolution de ce budget. L'attribution individuelle du CIA décidée par l'autorité territoriale fera l'objet d'un arrêté individuel. Le montant du CIA, les montants du CIA seront proratisés dans les mêmes conditions que le traitement pour les agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet. Le CIA n'est pas versé en cas de longue maladie ou congé longue durée. Le CIA sera versé aux titulaires, stagiaires et contractuels avec une présence d'une année dans la collectivité. Le montant donc sera revu chaque année. Les critères d'évaluation seront faits sur l'année N-1. Venons-en maintenant aux critères d'attribution du CIA. Un complémentaire indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle appréciée lors de l'entretien professionnel.
Madame le maire propose les critères d'attribution du CIA suivants. Premièrement, l'esprit d'équipe. Donc l'indicateur 1 de l'esprit d'équipe, partage et échange, partager ses connaissances, transmettre ses savoirs et accompagner ses collègues. L'indicateur 2, disponibilité, se rendre disponible auprès de l'équipe, répondre au présent en cas d'imprévu et surcharge de travail ponctuel. L'indicateur 3, relationnel, être attentif à la qualité des relations avec ses collègues, bienveillance, politesse, bonne humeur, discrétion. Indicateur 4, conscience professionnelle, respecter les consignes de travail et de sécurité, les horaires, les jours travaillés, le matériel et les usagers. L'autre grand chapitre, l'implication personnelle. L'indicateur 1, effort de progression, faire évoluer ses méthodes, rechercher à améliorer son travail par des formations, inscription au concours ou examen, recherche sur Internet, participation au webinaire. Indicateur 2, organisation personnelle, organiser son travail, gérer son temps et anticiper ses échéances. Indicateur 3, les résultats, rechercher l'efficacité, la qualité de son travail, prendre des initiatives. Indicateur 4, valeur, avoir le sens du service public. Le chapitre 3, contribution au travail collectif. L'indicateur 1, résolution des difficultés, chercher des solutions aux difficultés en privilégiant la communication. Indicateur 2, qualité de la collaboration, faciliter le travail des collègues, rapidité des réponses, transmission des informations, organisation en fonction des autres membres de l'équipe, contribution d'aide en cas d'absence de personnel. L'indicateur 3, adaptabilité, formuler des propositions d'évolution, s'adapter au changement. L'indicateur 4, remonter des informations, rendre compte de son travail, faire part de ses difficultés ou de ses erreurs. Les points sont attribués de façon suivante. 1 point pour objectif atteint, 1 demi-point pour les objectifs qui seraient partiellement atteints, 0 pour les objectifs non atteints. Le barème se fera sur 12 points, de 0 à 2 points 0%, de 3 à 4 points 25%, de 5 à 6 points 50%, de 7 à 9 points 75%, de 10 à 12 points 100%. Conditions d'attribution individuelle. La collectivité a arrêté pour l'exercice 2023 un budget CIA de 60 000 € qui sera versé aux agents sur les bases de l'évaluation individuelle annuelle. Le budget sera réparti au prorata du nombre d'agents bénéficiaires du RIFSEP au regard des points obtenus. Un arrêté individuel précisera le montant de la prime. Les crédits liés à cette prime seront définis tous les ans par les élus lors de la préparation du budget. Voilà, vous avez remarqué que par rapport à notre réunion plénière, nous avons ajouté ce dernier paragraphe qui précise donc ces points-là par rapport aux questions qu'avait posées Simonetta. Voilà. Donc sur la mise en place du CIA et les critères d'attribution, est-ce qu'il y a des remarques? Quelqu'un est contre, s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci pour les agents et puis cette évolution effectivement dans le mode de rémunération et la possibilité de remercier les investissements personnels qui vont au-delà du travail du poste simplement. Le point suivant concerne l'adhésion à de nouveaux organismes et des renouvellements. Laurent, peut-être? Oui, bonsoir. En fait, la commune adhère depuis de nombreuses années à différents organismes et afin de régler leurs cotisations, le Trésor public nous demande une délibération confirmant notre adhésion. La mission locale des Boucles de la Marne, pour un montant de 11 076 €, qui correspond à 9 230 habitants multiplié par 1,20 €. Les villes et villages fleuris
un montant annuel de l'adhésion de 225 € et l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité pour 2307,50 €, qui correspond à 9230 habitants, encore une fois, multiplié par 25 centimes. En ce qui concerne l'adhésion et à ces trois organismes, est-ce qu'il y a des remarques adoptées à l'unanimité? Moi, j'ai juste Pardon, une question, Madame Héon. pas de remarque, juste une question. C'est quoi la mission locale des boucles de la Marne? Alors la mission locale, en fait, c'est un organisme qui est basé pour nous à Lagny-sur-Marne et qui travaille notamment au niveau de l'accompagnement, par exemple le retour vers l'emploi. On y envoie également un certain nombre de personnes qui peuvent avoir des difficultés sociales et éducatives. Donc il y a plusieurs jeunes qui sont suivis. Alors je n'ai pas le nombre là, peut-être que Claude, tu l'as en tête, non? Parce qu'on le voit lors du... Voilà, donc on a des jeunes, par exemple, quand ils veulent être orientés... vous savez, le programme qui a été lancé là par le gouvernement ou par la région il n'y a pas très longtemps, c'était Un jeune, une solution, par exemple. Et bien souvent, les jeunes sont envoyés vers la mission locale par les CCAS ou par les différents organismes qui détectent, on va dire, un besoin d'accompagnement. Et c'est la mission locale, en fait, qui va travailler un projet avec eux et qui peut les envoyer vers Un jeune, une solution ou vers d'autres programmes d'accompagnement. L'école de la deuxième chance, dont on a parlé à VEA aussi, ils sont orientés par la mission locale, par exemple. Et après, on a effectivement tout ce qui peut être stage, professionnalisation, etc. Mais ça s'adapte vraiment beaucoup aux jeunes. Et puis après, il y a des missions sociales. Alors, je les connais pas toutes, mais il y a un certain nombre d'actions qui visent à la cohésion et à l'ouverture. Donc, c'est vraiment un organisme qui est très présent sur le territoire et qui accompagne vraiment beaucoup d'habitants, y compris des habitants hongrémaniens. Et pour information, la mission locale a également une permanence à la Maison des services publics à Séris. Elle fait partie de ces multiples organismes comme l'aide juridictionnelle, etc., qui assurent une permanence sur le secteur. Et donc, tu disais, Laurent, le site est très très bien fait aussi. Les liens qui sont sur le document sont actifs et les sites sont très très bien faits. On apprend beaucoup de choses. Juste en cliquant sur les liens. Voilà, donc sur l'adhésion adoptée à l'unanimité, le règlement local de publicité, donc un document qui est très long, qui a pris de nombreux mois et que Patrick va nous présenter en 2 lignes, je crois. Oui. Il y a le règlement local de publicité intercommunale. Donc, comme il est intercommunal, ça dépend de VEA. Il existe à VEA depuis 2016. Donc, en 2016, il n'y avait que 5 communes à VEA. Depuis, 5 communes ont rejoint donc, l'intercommunalité. Donc, il s'agit de mettre ce règlement à jour. Donc, on demande à toutes les communes, justement. Donc, je l'ai présenté en commission urbanisme et également la semaine dernière pendant la plénière. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez tous reçu par mail le détail, si vous voulez le lire, c'est très passionnant. Donc, en fait, à quoi ça consiste? C'est réglementer les affichages dans les différentes communes. Affichage, enseigne, préenseigne, etc. Et quand vous comparez une ville comme Magny-le-Hongre, où le règlement existe déjà, avec une ville comme Montry ou Esbly, vous voyez tout de suite une différence. Vous allez voir tout de suite, même en voiture, vous allez voir la différence de signalisation. Donc c'est pour étendre ce règlement à toutes les communes. Donc aujourd'hui, on vous demande de prendre une décision, comme quoi ce document vous a bien été présenté. Voilà. Si vous avez des questions, je peux tenter d'y répondre. Il est très sobre. Il est long dans le règlement, mais il est sobre. Et ce n'est pas un déferlement de publicité comme on voit dans certaines. Non, c'est. Enfin, moi, c'est ce que j'avais. Ça va dans le bon sens, on n'en a pas beaucoup ici. Oui, Non. c'est un déferlement. Ouais. Donc sur le projet de règlement local, de règlement intercommunal de la publicité, est-ce qu'il y a des remarques? Non, adopté à l'unanimité. On a ensuite un certain nombre de décisions qui ont été prises
depuis le dernier conseil municipal, dont je vous demande simplement de prendre connaissance. Là aussi, on les avait vus précédemment, ce sont essentiellement des entretiens et des entretiens de matériel, hein, ou de locaux, et des passations de marché, notamment pour des différentes fêtes telles que les magnitudes. Le point suivant donc, concerne une demande de participation financière au département pour la mise à disposition du collège des équipements sportifs. Donc, la mise à disposition d'équipements sportifs au profit du collège implique une indemnisation pour occupation de la part du conseil départemental. Une convention tripartite sera signée entre le principal du collège, le président du conseil départemental et moi-même. La participation du conseil départemental sera calculée en fonction du nombre d'élèves, de l'occupation des équipements et du type d'équipement. Dans tous les cas, le montant de la participation ne saurait excéder 20 000 € par an. Il vous est demandé donc de bien vouloir m'autoriser à signer cette convention et à percevoir donc le produit de l'indemnisation que nous recevrons du conseil départemental. Je pense que c'est adopté à l'unanimité. Donc le dernier point pour ce soir concerne une autorisation de signature d'un contrat fonds d'aménagement communal, donc le FAC avec le département. Donc, comme vous le savez, nous avons fait une demande donc, auprès du département à hauteur de 600 000 €, notamment pour l'aménagement du centre-bourg. Et le département donc, nous demande de voter une délibération, enfin de voter le fait que ce projet sera réalisé en 3 phases. Donc la première phase sera la rénovation de la ferme du Pré à l'été 2024, l'aménagement des rues de l'Église et de l'Épinette, été 2024, et l'aménagement de l'accès à l'église et de la cour du centre culturel. Donc le fait que ces travaux soient divisés en 3 phases, est-ce que vous en êtes d'accord et le voter pour que ça puisse apparaître dans la délibération qui sera transmise ensuite au conseil départemental? Adopté à l'unanimité. Écoutez, je vous remercie donc pour l'ensemble de ces points. Je voudrais également donc remercier l'ensemble des élus qui ont participé. Pardon? Il y a une remarque ou... Non. Vas-y. Juste le centre culturel, en fait, ça concernera quoi? Le centre culturel? C'est Filset ou c'est... Ah oui, pardon, oui, c'est Filset. En fait, la rénovation de la ferme du Pré, donc c'est le bâtiment lui-même. Les aménagements des rues de l'Église et de l'Épinette, c'est la proximité, donc avec probablement à terme une fermeture de la partie de la rue de l'Église devant le bâtiment. Et l'aménagement de l'accès à l'église, donc c'est le projet de créer un parvis devant la sortie de l'église, de façon à ce qu'effectivement, quand il y a une cérémonie à l'église, les personnes ne se retrouvent pas sur la chaussée. Et la cour du centre culturel, en fait, alors là, c'est un projet qui va devoir être travaillé avec Val d'Europe Agglomération, puisque l'emprise foncière appartient à VEA. Donc l'idée, ce serait probablement de peut-être réduire un petit peu la partie qui est engazonnée, donc de décaler aussi les gradins. Et en fait, du côté de la ferme du Pré, aujourd'hui, il y a une rampe qui permet aux véhicules d'accéder à Filset, et il y a aussi une rampe qui permet aux véhicules de l'APM d'accéder au garage de l'APM. Donc l'idée, ce serait de fusionner les 2 rampes pour pouvoir élargir aujourd'hui la zone où il y a le parking et les gradins sur 2 côtés, pour faire un 3e côté de gradins. Donc quand on dit centre culturel, en fait, c'est Filset et les aménagements à proximité de Filset. Oui, donc je reviens au point que j'étais en train d'expliquer. Donc oui, je remercie tous les élus qui ont participé donc, samedi soir à la fête de la Saint-Patrick de préparation, qui s'est très bien passée puisqu'il y avait un peu plus de 120 participants, je crois. 141 participants, avec de la bière à volonté, ce que certains ont découvert en cours de soirée, si j'ai bien suivi. Donc une très belle soirée samedi soir, nous dit Laurent. Très belle soirée, 141 personnes, belle ambiance et les gens étaient vraiment super contents. Et puis dimanche également, donc une très belle manifestation sportive avec les 10 km qui ont réuni 500 coureurs et donc un record qui a été battu puisque le premier est arrivé en 30 minutes, je crois.
30, 50. 30 minutes, 50 secondes. 15 secondes, c'est ça. Il a été testé. Il n'était même pas essoufflé. Ouais, il a- Donc un grand merci pour l'organisation de ces événements. Chut, 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 on n'a pas clôturé. Un grand merci pour l'organisation de ces événements, Suzanne, Laurent et tous les élus qui étaient présents. Voilà, donc il est 21h39 et le conseil municipal est clos.